Les publications, articles, vidéos générés par John Mark Dougan ont recueilli 64 millions de vues. Il a créé des dizaines de sites de fausses nouvelles, une campagne efficace parce que Dougan, il est américain et il sait ce qui peut toucher ou pas les Américains. Regardez justement, vous savez c'est quoi son premier succès viral à ce John Mark Dougan? Eh bien c'est ceci, c'est l'article qui accusait Zelensky d'avoir dépensé plus d'1 million de dollars dans une boutique de quartier à New York. Vous vous souvenez? Eh bien c'est lui qui est derrière tout ça. L'ancien shérif qui a également servi dans les Marines, a directement travaillé avec le GRU, le renseignement militaire russe, et avec la fameuse unité 2955 qui supervise les sabotages. On retrouve aussi dans son entourage un certain Alexandre Douguin. Les documents examinés par par le Washington Post montrent que l'ancien shérif est également subventionné par son institut. Vous savez que cet idéologue d'extrême droite a l'oreille et l'écoute de Vladimir Poutine. Ces documents couvrent une grande période allant de mars 2021 à août 2024. Son réseau est devenu la source la plus puissante de fausses nouvelles émanant de Russie et ciblant les électeurs américains. Le Washington Post l'a contacté. Il a la nationalité russe depuis 2023. Il a évidemment nié être derrière ces sites et travailler pour Moscou. Alors, on connaissait les précédentes campagnes de désinformation de Moscou, notamment Doppelganger, qui a plagié beaucoup de médias occidentaux, dont le nôtre. John Mark Dougan est peut-être en tout cas l'un des premiers à mettre l'intelligence artificielle au service de sa campagne de désinformation pour le compte de Moscou. C'est inquiétant. Merci beaucoup Sylvia Porture. Le problème, c'est qu'il y a ces élections, bien évidemment. Le changement se fera en janvier. À la Maison Blanche et dans le bureau ovale. En attendant, les jours, les semaines vont être longues, très longues. Il y a un vrai risque aujourd'hui de confrontation. Le Capitole, c'est pas si loin. On sait très bien que dans un camp et dans un autre, tout est prêt pour contester les élections. Alors vous pouvez les contester judiciairement, politiquement, mais il y a la rue, il y a vos partisans, et ça, pour les contrôler, ça va être compliqué. Aujourd'hui, et pour les autorités américaines, effectivement, ce risque est pris très au sérieux. Ce risque de confrontation directe entre deux Amériques est réel et pris très au sérieux. Mais pour remettre aussi cette élection dans le contexte, le contexte international, aujourd'hui, il n'est pas facile. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quand même en Europe une guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et quand on voit qu'effectivement Donald Trump est à quelques pas de retourner à la Maison-Blanche, aidé en partie par la Russie, on peut aussi se demander pourquoi la Russie essaye de tant aider Donald Trump à reconquérir la Maison-Blanche. Parce que en 2016, il se dit beaucoup que les Russes ont été quand même assez déçus. Il y a un livre qui est sorti d'un grand journaliste indiquant que Trump est à la solde de Moscou. Voilà, et dans ce livre, il montre parfaitement qu'on est vraiment dans une stratégie de longue durée, que depuis 1987 peut-être, les Russes parient sur Trump pour une chose, c'est qu'il détricote l'OTAN. C'est-à-dire, en 1987, lorsqu'il revient de Moscou, Donald Trump, et c'était pas une opinion très majoritaire aux États-Unis, critique l'OTAN, en disant que ce sont les États-Unis qui financent l'OTAN et que la sécurité des pays européens est payée par les États-Unis. Et aujourd'hui, Trump tient toujours les mêmes propos et veut toujours détricoter l'OTAN. À qui profite le crime? Il y en a un qui est indéboulonnable. Il était là déjà, il est toujours là, il s'appelle Vladimir Poutine. La camarade Kamala Harris voit qu'elle est en train de perdre. Alors elle élève de plus en plus sa rhétorique, allant jusqu'à m'appeler Adolf Hitler et tout ce qui lui passe par la tête. Elle est une menace pour la démocratie et n'est pas digne d'être présidente des États-Unis. Une fin de campagne où on ne retient plus les coups. Kamala Harris promet un réquisitoire final contre Donald Trump mardi prochain. Et vous verrez dans quelques instants, restez bien avec nous, qu'il y a pire sur fond de fake news, d'intelligence, comme on dit, artificielle et d'ingérence étrangère. Gallagher Fenwick, ce pays va mal, la campagne va mal, ou la politique américaine, ce n'est que ça? La partie la plus choquante, en réalité, de cette histoire, c'est que si vous voyez la candidate et vice-présidente Kamala Harris sortir de chez elle, c'est son domicile à Washington DC, pour déclencher une conférence de presse, c'est pour essayer d'amplifier le message, c'est-à-dire écoutez bien, vous, Américains et Américaines qui vous apprêtez à voter, la personne qui est en face de moi loue Adolf Hitler, parce qu'il faut bien comprendre ce que rapporte le général Kelly, c'est qu'il lui dit, et le général Kelly, il est enregistré, on entend sa voix. Et donc c'est répercuté évidemment à l'écrit dans le New York Times, dans Atlantico, mais surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est la séquence audio où il dit Donald Trump veut des généraux
comme avait Hitler, et il fait comprendre qu'Hitler n'a pas fait, je cite, que des mauvaises choses. Et Kamala Il dit Harris aussi que Kim Jong-un est un mec bien et qu'au moins Alors ça, lui, on savait. il sait mater la population. On savait et qu'il il sait répondre aux démocraties. On savait qu'il C'est le plus admire inquiétant. des personnages comme effectivement Poutine ou Kim Jong-un. Mais ce que j'allais dire, et j'en termine par là, c'est qu'en réalité, c'est assez typique dans les campagnes présidentielles américaines. On a ce qui s'appelle l'October Surprise, donc la surprise d'octobre, la bombe qui doit tout faire changer. En 2016, c'est les Hollywood Access Tapes où on entend Donald Trump tenir des propos absolument odieux et d'une gravité sans nom, misogyne, sur le traitement qu'il réserve aux femmes et qu'on lui pardonne parce que, dit-il, je suis une star, je peux me le permettre. Et là, beaucoup de gens se disent, c'est perdu, c'est cuit, il est fini. Et en réalité, il la remporte, cette élection. Là, vous avez ce même candidat et vous avez son ancien directeur de cabinet qui est un type hyper conservateur, qui est franchement pas un démocrate, franchement pas un fanfaron, et qui rapporte ses propos. Et Kamala Harris, je pense que moi, si elle donne une conférence de presse, c'est parce qu'elle sent qu'en réalité, ça ne fait pas vraiment bouger l'aiguille. C'est parce que Trump a tué l'idée même du scandale. Il a tué la capacité de la presse mainstream à rapporter cela et ainsi à faire basculer une élection, les derniers indécis. Et c'est ça qui est le plus grave. On peut évidemment gloser sur les menaces, les insultes, les faits, les scandales, etc. Mais en réalité, tout ça n'a plus grand impact malgré l'extrême gravité de ce qui est dit. Tout à l'heure dans cette émission, il y avait Jeremy Gaze, qui est un spécialiste reconnu des États-Unis, et lui disait c'est peut-être plus grave pour la démocratie, Arlette, puisqu'il disait que ce pays, pourquoi ça ne bouge pas, c'est tout simplement parce que le pays est divisé en deux, que l'élection se fera sur une poignée d'électeurs qui ne représenteront pas grand-chose, et que ce pays, de toute façon, est irréconciliable. Donc, qu'un candidat dise ce qu'il veut et que l'autre réponde ce qu'il veut, même si c'est ordurier, ça ne fera pas bouger deux camps qui se regardent, qui ne s'affrontent pas encore, mais qui se regardent. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, toute attaque contre Donald Trump, on peut aussi parler de nouvelles accusations d'agression sexuelle à son Oui, égard. le Guardian qui sort ce matin des infos. Ça n'a aucune importance. Au contraire, je pense que ça conforte encore plus ses électeurs, mes amis qui connaissent mieux les États-Unis que moi. Après, nous, on est forcément totalement atteints parce que c'est quand même le pays qui voulait exporter son modèle et la démocratie dans le monde. Quand on voit aujourd'hui où sont les États-Unis avec une division effectivement aussi forte entre républicains et démocrates, entre les Américains eux-mêmes, ça fait un tout petit peu mal, effectivement, quelque part. Après, je me disais tout à l'heure, mais qui oserait en Europe dire, au fond... je suis un admirateur des plus grands dictateurs. Ça se trouve encore un peu monde. chez des partis néo-nazis en Allemagne ou l'AfD en Allemagne et des extrêmes droites comme chez nous, le Rassemblement national, ne veulent effectivement avoir aucun contact avec eux et s'en éloignent. Ça remobilise des milliers, des dizaines de milliers de citoyens en Allemagne contre eux pour bloquer leur progression. Qui oserait Orban, qui est très proche de Trump, il est le dernier encore effectivement en Europe à se réclamer de Trump et à garder un lien avec lui. Même lui, c'est un régime autoritaire, on ne le voit pas se dire, évidemment... Il y a une vieille tradition ultra-républicaine, ultra-conservateur quand même aux États-Unis, avec cette admiration des dictateurs, des hommes forts, des hommes puissants. Oui, mais... il y a eu Franco, il y a eu Mussolini... Hitler, c'est quand même... Hitler, c'est le pire du pire du pire de l'histoire. Du pire, effectivement, de l'histoire. Et le fait que des républicains, solidement républicains, et des personnalités aussi fortes que l'ancien chef d'état-major qui dit oui, il est fasciste jusqu'au fond, jusqu'à la moelle, que ça ne fasse pas bouger les citoyens américains, c'est vrai qu'on est inquiet. On a du mal, Arthur, à comprendre. À comprendre pourquoi. Pourquoi ce pays ne bouge pas, ou alors ce pays est profondément... comme on le dit, mais ça ne fait pas bouger. Non, ça ne fait pas bouger parce que ce pays est, on le voit depuis tant d'années, extrêmement fracturé. Mais les propos de Donald Trump sur Hitler, en fait, résonnent avec un article d'Anna Applebaum qui était paru la semaine dernière dans Foreign Affairs, où elle disait que Trump, en fait, parlait de plus en plus comme Hitler et Mussolini. Et à l'époque, sur X, on avait vu Elon Musk foutre d'elle ouvertement en disant qu'elle exagérait, etc. Aujourd'hui, preuve est de constater que, effectivement, Donald Trump emprunte soit des mots,
soit effectivement une posture plutôt hitlérienne. Après, Quand il dit « je ferai donner la garde républicaine et l'armée pour... l'ennemi de l'intérieur, mater l'ennemi de l'intérieur. Mater l'ennemi de l'intérieur et mes adversaires. On est clairement dans une position Fasciste. d'un dictateur. mais ce qui est inquiétant, c'est que quand même, c'est dans une démocratie, des mots pareils parlent à un électorat. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui aux États-Unis, c'est quand même cette fragmentation de l'électorat entre les hommes et les femmes. On voit que massivement, quand même, les femmes soutiennent plutôt Kamala Harris et que Trump est dans une posture très masculiniste, très viriliste pour aller chercher un électorat masculin et pas forcément blanc. C'est-à-dire qu'avec ce discours masculiniste, il arrive à avoir le vote des minorités hispaniques ou noires. Et en fait, la clé aujourd'hui, peut-être pour Kamala Harris, elle est là, elle est dans cet électorat féminin qui peut-être ne se reconnaîtra pas dans cette posture que prend Donald Trump depuis quelques semaines. Et enfin, on voit bien, il se radicalise quand même. De semaine en semaine, Donald Trump se radicalise. Alors,